Bonjour, dans cette deuxième partie de notre bilan de la pandémie de COVID-19, bilan allant de début 2020 à début 2023, nous allons parler de la pandémie elle-même, c'est-à-dire des chiffres de la pandémie, donc ce qu'on appelle scientifiquement l'épidémiologie. Alors, on parlera de nombre de cas, de mortalité, de facteurs de risque. Donc, on commence tout de suite avec ce graphe qu'on doit à une excellente initiative de, euh, d'études épidémiologiques sur la COVID-19 qui a été faite par Our World in Data. Depuis 3 ans, ces gens-là font un travail absolument remarquable, et vous avez probablement consulté leur page déjà vous-même ou vu ce genre de graphe avec leur petit logo dans dans d'autres présentations ou dans les médias. Bref, donc ça nous montre le cumul des cas confirmés de la COVID-19, et on en est à plus de 600 millions. La majorité serait en Europe, également beaucoup de cas en Asie, relativement peu de cas en Amérique du Nord. Vous voyez très peu de cas en Afrique et également très peu de cas en Chine, même si ironiquement c'est là que la pandémie a commencé, évidemment. Donc, ce qu'il faut retenir de cette analyse, c'est que c'est très, très, très sous-estimé. Notamment parce qu'il y a des régions du monde où il y a très peu de diagnostics qui sont faits de la COVID-19. Et c'est en partie pour ça que l'Afrique paraît ici presque complètement épargnée par la COVID-19, alors qu'on sait que ce n'est pas le cas en réalité. Et aussi parce que, écoutez, dans beaucoup de pays, incluant le Canada, depuis la vague Omicron, fin 2021, donc c'est celle qu'on voit ici, là, cette grosse augmentation du nombre de cas, eh bien, on ne confirme plus systématiquement les cas de COVID-19. Donc, beaucoup de gens se sont autodiagnostiqués à l'aide de tests antigéniques, et c'est pas forcément compté donc comme un cas confirmé de COVID-19. En réalité, le plus souvent, ça ne l'est pas. Donc, si on regarde ici, en réalité, ce sont les mêmes chiffres, sauf qu'on a ramené à 100% des cas de COVID. Donc, c'est un graphe qui permet de mieux voir la répartition région par région. Donc là, on voit la Chine, et évidemment, dans les 2 premiers mois de l'épidémie, le gros des cas était en Chine. Et par la suite, ça s'est réparti entre les différents continents de façon finalement assez stable. Donc, revenons au tout début de cette pandémie et à l'alerte initiale qui, en réalité, a été faite précisément le 30 décembre 2019 en Chine, et les gens ont commencé à en parler en Occident le lendemain, le 31 décembre. Et l'alerte a été principalement relayée sur un site qui est spécialisé dans les alertes en lien avec des maladies infectieuses. Et cette publication sur ce site, qui est maintenant évidemment devenu célèbre, parlait de pneumonie non diagnostiquée, c'est-à-dire non expliquée, à, dans la province de Hubei, donc en Chine évidemment. Et j'ai même mis le lien de la publication initiale si vous voulez aller le consulter. Donc ça parle du nombre incertain
de malades et puis des symptômes qui avaient été observés. Et ça a vraiment pas pris beaucoup de temps là pour alerter la communauté scientifique et médicale internationale. Et de façon ironique, euh, euh, dès le lendemain, dès le 31 décembre, vous avez une collègue que je ne connais pas, Hélène Branswell, qui semblait avoir de l'expérience par rapport au SARS, ok, donc l'épidémie de SARS, qu'on appelle maintenant SARS-CoV-1, qui date du début des années 2000. Et cette personne mentionne que de lire des cas de pneumonie non expliqués en Chine lui rappelle fortement son expérience avec le SARS. Et évidemment, son intuition était fondée puisque finalement, ce sont deux virus très similaires. Donc, on va voir rapidement les principales dates de ce début de pandémie. Donc, on est au printemps 2020. Donc, les premiers cas connus de COVID ont eu lieu en décembre 2019. On a pu en retracer certains, fort possiblement qu'on ne les a pas tous retracés. Donc, on ne connaît pas encore ce qu'on appellerait le cas index, c'est-à-dire la première personne qui a été infectée. Euh, les premiers cas qu'on connaît, donc qui datent de décembre 2019, une partie d'entre eux sont liés à un marché particulier, un marché dans lequel se trouvaient des animaux vivants. Et donc dans la ville de Wuhan. Et c'est pour ça qu'on pense que ce marché a été l'épicentre du début de la pandémie. Donc, dès le mois de janvier 2020, l'OMS déclare que c'est une maladie qu'on doit, une nouvelle épidémie, on n'appelait pas ça une pandémie encore à l'époque, qu'on doit surveiller, okay, qui est d'intérêt. Euh, et, et c'est une maladie, en passant, qu'on appelait à ses débuts nCoV-19, c'est-à-dire nouveau coronavirus datant de découvert en 2019. Très rapidement, cependant, le génome du nouveau virus a été séquencé. Ça a pris seulement quelques jours. Et donc, on a évidemment pu constater que c'était un virus qui était très proche du SARS-CoV-1. Et donc, on a appelé le nouveau virus SARS-CoV-2. Et puis, la maladie elle-même est devenue COVID-19 en février 2020. En mars 2020, le gouvernement américain prend déjà des décisions d'investissement pour répondre à cette crise. En mars 2020, on atteint déjà le 100 millième cas de COVID-19. Pendant ce temps, le virus se répand à peu près partout sur la planète, comme on le verra. Dans le même mois, mars 2020, l'OMS déclare que COVID-19 est maintenant une pandémie. Donc, pandémie, c'est une forme d'épidémie dans laquelle le virus se propage à toutes les régions de la planète, et avec des transmissions locales un peu partout à un niveau élevé. Donc, pour vous donner un exemple, le VIH est considéré une pandémie depuis longtemps. Okay? Mais la variole simienne, pour donner un autre exemple récent, n'est jamais devenue une pandémie, c'est resté une épidémie, et même certains considèrent ça seulement comme une éclosion. Donc une éclosion, typiquement, c'est plus petit qu'une épidémie. Fin de la parenthèse. Donc, en mars 2020, on a beaucoup de cas en Europe. On commence déjà à avoir des cas en Amérique du Nord également. Aux États-Unis, on déclare un état d'urgence en mars 2020, et puis beaucoup de pays feront de même.
Je ne parlerai pas des vaccins, mais en avril 2020, on a atteint le premier million de cas confirmés de COVID-19. Donc, si on regarde la situation au niveau de l'évolution du nombre de cas dans cette même période, là, entre janvier et mars environ, on voit que au début, c'est essentiellement en Chine qu'il y a le plus de cas, mais que de plus en plus apparaissent des cas qui concernent euh, d'autres euh, euh, d'autres régions géographiques que la Chine. Et en réalité, en date d'à peu près de mi-mars, du 15 mars à peu près, si je vois bien, il y a à peu près autant de cas en Chine qu'à l'extérieur de la Chine. Et si on regarde une carte mondiale à la même date, eh bien, c'est ce qu'on constate également. Donc, c'est encore en Chine qu'il y a le plus de cas. La Chine est le pays où il y a encore le plus de cas, et notamment la province de Hubei, qui a un nombre incroyablement élevé de cas encore à ce moment-ci. Cependant, vous voyez que tous les continents sont déjà touchés. Il y avait beaucoup de cas en Europe déjà, pour ce qui est du Moyen-Orient et de l'Asie. Vous vous souvenez peut-être que l'Iran était beaucoup touché initialement. Et puis aux États-Unis, la pandémie euh, le virus s'est répandu assez facilement là, pour diverses raisons. Le Canada a été touché peu de temps après. Donc, parlons maintenant un petit peu de la contagiosité de ce virus et puis des taux de mortalité qui sont associés à ce virus. On va voir ça un petit peu en détail, puis ensuite on comparera ça aux autres coronavirus qui ont causé des épidémies dans l'espèce humaine. Donc, premièrement, il y a quelque chose dont on a beaucoup entendu parler, c'est le taux de reproduction. Euh, qui a plusieurs synonymes, ok? Et ce taux de reproduction, en réalité, il désigne le calcul du nombre de personnes qu'une personne infectée va affecter à son tour. Donc, le nombre de personnes à qui on transmet le virus lorsqu'on est infecté. Puis c'est un chiffre important parce qu'il permet de faire toutes sortes de prédictions. Ça donne une idée de la vitesse à laquelle la pandémie va progresser. Donc, ce chiffre-là, initialement, il était estimé entre 2 et 4. Okay. Cependant, euh, ce sont des estimations qui étaient certainement en réalité des sous-estimations parce que il y a beaucoup de cas asymptomatiques pour la COVID-19, qui est quelque chose on n'appréciait pas suffisamment dans les débuts de la pandémie. Et si vous vous souvenez, au printemps 2020, même quand les premiers tests ont été disponibles, les premiers tests PCR, on testait vraiment seulement les gens qui avaient des symptômes. Okay? Euh, et même dans les lieux où on savait qu'il y avait beaucoup de transmission, comme par exemple des résidences pour personnes âgées, en tout cas au Québec, euh, je peux dire, on le sait tous, hein, que on a vraiment mal diagnostiqué les résidents parce on ne s'intéressait euh, qu'aux cas qui montraient déjà des symptômes en ne réalisant pas de tests sur les autres. Et bien souvent, ça aurait été intéressant, très intéressant de voir si les gens étaient infectés ou pas avant que leurs symptômes se déclarent. Probablement qu'on aurait réduit la mortalité, mais c'est un autre débat. Donc, ce taux de reproduction, il a été sous-estimé et donc ce chiffre-là a augmenté avec le temps.
pour deux raisons. Premièrement, les estimations sont devenues meilleures. Okay. Notamment, justement, on prend mieux en compte là, le phénomène de cas asymptomatiques. Et aussi et surtout, le virus a évolué. Et en particulier, avec l'arrivée des variants Omicron, la capacité du virus à être transmis d'un humain à un autre a significativement augmenté. Donc, pour certains des variants les plus récents de Omicron, comme BA4 ou BA5, des estimations ont fait état d'un taux de reproduction qui se situerait entre 15 et 20. Donc, une personne infectée affecterait une quinzaine d'autres personnes, ce qui est évidemment très élevé. C'est à peu près aussi élevé que la rougeole chez les populations non vaccinées. La rougeole qui était connue pour être une des maladies les plus infectieuses, les plus transmissibles chez l'humain. Parlons maintenant de taux de mortalité. Alors, initialement, il était estimé entre 3 et 6%. Cependant, cette fois-ci, c'est une surestimation. Et c'est à nouveau surestimé pour la même raison, parce qu'il y a beaucoup de cas asymptomatiques. Alors, évidemment, lorsque les gens étaient très malades, ils étaient toujours diagnostiqués, donc on savait qu'ils avaient COVID-19. Okay. Mais si on exclut du calcul les gens qui n'ont pas été diagnostiqués parce qu'ils avaient peu ou pas de symptômes, évidemment, on a l'impression que le taux de létalité est plus élevé que ce qu'il est réellement. Donc, ce taux de mortalité, donc, là encore, c'est une expression qui a beaucoup de synonymes. On peut parler de taux de létalité, de taux de fatalité. C'est à peu près la même chose. Okay. Donc, ça a significativement diminué avec le temps parce qu'on a fait de meilleures estimations, mais aussi, là encore, à cause de l'évolution du virus. Les variants Omicron sont moins pathogéniques que les variants précédents, donc ils rendent moins malades. De plus, quand Omicron est arrivé, une bonne partie des populations avaient été vaccinées, donc ça affecte évidemment le taux de mortalité, ça le fait descendre, et c'est même l'objectif principal des vaccins. Okay. Les vaccins, rappelons-le, là, leur intérêt, ce n'est pas nécessairement d'empêcher d'être infecté, c'est surtout d'empêcher d'atterrir à l'hôpital et de possiblement décéder ensuite. Et aussi, une partie des gens avaient été infectés par des variants précédents. Donc, Omicron, les souches Omicron sont capables d'infecter, de surinfecter, ou plutôt de réinfecter, des gens qui ont été infectés un certain temps avant avec d'autres variants. Mais évidemment, du fait que ce n'était pas une première infection, ces gens-là avaient une certaine forme d'immunité. Similaire à ce qu'on a pour les gens vaccinés, donc peut-être même supérieur en fait. Et donc, ça fait en sorte que la mortalité a diminué. Donc, au final, les estimations présentement sont que la mortalité, elle est quelque part entre 0,5 et 2%. Donc, ça varie suivant comment on fait l'étude, ça varie suivant la région géographique, le pourcentage de gens vaccinés dans cette région géographique, etc. Parfois, des gens observent même que c'est plus bas que 0,5%. Donc, si on fait maintenant cette comparaison que j'évoquais plus tôt entre la COVID-19 et puis les épidémies précédentes à coronavirus, on a des choses intéressantes. Exemple, donc l'épidémie de SARS-CoV-1 dans les années, au début des années 2000. Ce virus avait un taux de reproduction qui était intermédiaire entre 2 et 4. Okay. C'est plus petit donc que pour la COVID-19. De façon intéressante, le taux de mortalité est beaucoup plus élevé que pour la COVID-19. Donc là, on est à pas loin de 10%, là, peut-être entre pour ce virus. Et
Pour ce qui est de l'épidémie de MERS, donc la maladie qui est acquise à partir des dromadaires, là, le R0 est très petit. Donc, ce taux de reproduction, il est de moins de 1. Pour ce qui est de la transmission d'humain à humain. Donc, ce que ça veut dire ici, c'est que c'est une maladie qui est essentiellement une zoonose, qui est acquise directement par contact avec des dromadaires infectés, mais que les humains infectés, eux, ne sont pas très contagieux. Ils transmettent peu le virus à d'autres humains. Donc ça, évidemment, ça va résulter en une épidémie qui est plus facile à contrôler. Le taux de létalité, par contre, est très élevé. C'est en gros à peu près un tiers des gens qui ont été infectés qui sont décédés. Par contre, vous voyez que le chiffre total de gens infectés est vraiment faible. Et ça, c'est dû au fait que ce taux de reproduction est très petit. Donc, comparé à tout ça, COVID-19 a un taux de reproduction qui est beaucoup plus élevé que les deux autres virus et donc il touche beaucoup, beaucoup plus de monde. Par contre, et heureusement, le taux de létalité est plus petit. Donc, si on fait le calcul ici, on arrive à 6% là, mais encore une fois, c'est une analyse là qui date de 2020 là, donc c'était pas très précis à l'époque. Je pense qu'un chiffre de 1%, ce serait plus proche de la réalité. Donc, écoutez, d'avoir un virus qui est moins pathogénique, mais qui se propage davantage, plus efficacement dans son nouvel hôte, c'est-à-dire l'espèce humaine, c'est pas une première fois qu'on voit quelque chose comme ça. Cela dit, c'est pas non plus une propriété qui est généralisable, c'est-à-dire que rien ne permet d'affirmer que dans le futur, on ne pourrait pas avoir une autre épidémie qui deviendrait peut-être une pandémie, avec un virus qui à la fois soit capable de se transmettre efficacement d'humain à humain et qui également soit très pathogénique. Okay. Alors, malheureusement, je sais que ce n'est pas très rassurant ce que je dis, mais on ne peut pas exclure cette possibilité, mais heureusement, ça n'a pas été le cas pour la COVID-19. Le taux de mortalité est resté relativement faible. Mais comme on le verra, il y a évidemment beaucoup, beaucoup de gens sont morts de la COVID-19 parce que même si le taux de mortalité est faible, il y a beaucoup, beaucoup de gens d'infectés. Et donc, au final, on arrive à des millions de décès. Donc, quelque chose qui est important en épidémiologie, c'est quels sont les facteurs de risque menant aux complications et aux décès. En d'autres termes, quelles sont les catégories de personnes basées sur leur santé, basées sur leur identité, leurs habitudes de vie, quelles sont les catégories de personnes qui vont être les plus sujettes aux complications et aux décès. Et évidemment, d'avoir ces informations permet de faire un meilleur pronostic pour les nouveaux patients. Et puis aussi, ça permet d'orienter les actions de santé publique là où elles sont les plus efficaces, okay, et les plus utiles. Alors, par chance, on doit remercier pour ça nos collègues chinois, on a très vite vu sortir des études cliniques dressant le portrait des patients admis dans les hôpitaux chinois, des patients COVID-19. Donc, dans les 2 premiers mois de ce qui était à l'époque une épidémie, pas encore une pandémie. Donc, moi et puis tous les autres scientifiques, nous avions littéralement accès, avant que le virus soit présent au Canada, à ce genre d'informations, et c'est inestimable. Et je le souligne parce qu'on a l'habitude d'être très critique envers la Chine par rapport à ce qu'ils ont fait au début de la pandémie, mais en réalité, ils ont fait beaucoup de belles choses. Donc, ce qu'on a su grâce à ces études précoces, c'est que l'âge était le principal facteur de risque. Donc ici, on voit le taux de décès
pour chaque groupe d'âge. OK? Évidemment, on parle de taux de décès parmi les gens atteints de la COVID-19. Donc, c'est une étude qui, justement, se base sur les chiffres chinois. Et on voit que pour les personnes de 80 ans et plus, c'était 15% des patients COVID qui décédaient. Alors que pour, exemple, les adolescents, OK, c'était seulement 0,2%. Donc, c'est le facteur de risque le plus important. On a pu déterminer aussi assez vite que l'obésité était un facteur de risque, les maladies cardiovasculaires, et on pense que ça, c'est lié au fait que dans ces maladies, il y a une baisse d'oxygénation. Et on le verra dans une autre présentation, la pathogénèse principale de la COVID-19, justement, c'est une une diminution du fonctionnement des bronches et des poumons, diminution qui aboutit à une diminution d'oxygénation. Donc évidemment, lorsque déjà au départ, le patient a des problèmes sous-jacents euh, par rapport au fonctionnement, à l'oxygénation, bah, ça va aggraver. Donc, même chose pour les maladies pulmonaires chroniques, surtout lorsque ces maladies ont une base inflammatoire. Bah, là encore, COVID-19, ça va causer une inflammation des poumons, donc ça va aggraver un problème sous-jacent. Les personnes diabétiques avec complications, donc, ça encore, là aussi, c'est un facteur de risque. Et là aussi, c'est lié, pour le diabète, c'est lié en partie au problème d'oxygénation des tissus, et aussi à, à des problèmes d'immunodéficience chez ces patients. Certains cancers, et notamment le facteur de risque, il est lié aux traitements qui sont utilisés pour traiter ces cancers, parce que ces traitements, bien souvent, ils amènent une certaine forme d'immunodéficience. Okay? Et d'une façon générale, donc, l'immunodéficience est connue pour être un facteur de risque. Mais évidemment, si on pourrait aller dans les détails, parce qu'il y a plusieurs formes d'immunodéficience et elles ne sont pas toutes équivalentes pour ce qui est du niveau de risque. Alors, fin 2021, sont apparus les premiers virus Omicron, et ça a vraiment changé beaucoup de choses pour ce qui est de cette pandémie de COVID-19. En gros, Omicron se propage beaucoup plus rapidement que les variants précédents, donc il est plus efficacement transmis d'un humain à un autre. D'un autre côté, il est moins pathogénique, alors il conduit moins fréquemment à l'hospitalisation et au décès, comparé aux variants précédents, tels que par exemple le variant alpha. Donc, ça, c'est une analyse des chiffres pour le Canada, qui montre très bien ça. Alors, ici, on a toute la pandémie depuis début 2020 au Canada jusqu'en janvier 2022. Donc, ici, c'est ce qu'on a appelé la première vague, et vous voyez que quand on regarde ça comparativement à l'ensemble de la pandémie, ben maintenant, ça nous paraît comme ayant concerné vraiment très peu de cas. Il y avait à peu près 6000 cas par semaine au Canada. Pardon, au Québec. C'est vraiment les chiffres pour le Québec ici. Et on avait à peu près 800 décès par contre par semaine. Donc là, par contre, pour ce qui est des décès, vous voyez que le pic est plus élevé que pour les autres vagues et plus élevé que pour Omicron. Okay? Donc Omicron, on avait environ 100 000 cas par semaine. Et à partir de Omicron, là, vous voyez qu'il y a une mention de dépistage restreint. À un moment donné, la santé publique n'a absolument plus été capable de diagnostiquer tout le monde. On a fermé des centres de dépistage et on demandait aux gens d'utiliser les tests antigéniques qui étaient mis à leur disposition. C'est logique, OK, mais la conséquence de ça, c'est qu'on a des chiffres moins précis, évidemment. Alors, si
essaye maintenant de faire le bilan de la mortalité totale, causée par Covid-19 jusqu'à présent, donc en février 2023. C'est pas si facile que ça à faire. On va commencer par le plus simple, qui est le total des cas de décès confirmés liés à Covid-19. Et si donc ça, en fond, ce sont les décès liés à Covid-19 qui sont rapportés par chaque pays et qui sont ensuite colligés et comptabilisés par des gens comme, par exemple, Howard in Data. Et ce qu'on voit, bon, évidemment, comme on s'y attend, c'est une courbe qui continue d'augmenter, puisqu'il s'agit des cas cumulés. Et donc, en date d'aujourd'hui, on en est à un peu plus de 6 millions de décès confirmés liés à Covid-19. Et l'Europe est la région du monde où il y aurait eu le plus de décès, suivi à peu près à part égale entre l'Asie et puis l'Amérique du Nord. De façon intéressante, vous voyez ici un tout petit peu de cas qui sont pour la Chine. Donc ça, en fait, ça correspond à la vague d'infection qui est en cours en Chine présentement suite à l'abandon de politiques de confinement. On va en parler un tout petit peu plus tard. Donc, le problème avec cette analyse, évidemment, c'est qu'on sait que c'est sous-estimé parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels les gens ne sont pas diagnostiqués, donc on ne sait pas si COVID-19 avait un rôle dans le décès ou pas. Il y a également beaucoup de pays dans lesquels les décès ne sont pas... les chiffres de décès de la population là, ne sont pas disponibles facilement euh, euh, pour, euh, euh, pour la communauté scientifique à l'extérieur du pays. Alors, donc ce 6 millions, on sait que c'est une sous-estimation, mais comment est-ce qu'on peut faire pour calculer ou essayer d'avoir une idée des vrais chiffres de mortalité causés par cette pandémie? Donc, une façon de faire ça, c'est de regarder l'excès de mortalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, normalement, d'une façon générale, le nombre de décès dans un pays est à peu près le même d'une année à une autre. Sauf s'il y a évidemment une grosse guerre, une grosse épidémie de grippe, par exemple. Mais d'une façon générale, c'est relativement constant. Et donc, si vous faites, par exemple, la moyenne du nombre de décès à chaque année dans les 5 années précédentes et que vous comparez cette moyenne à ce que vous obtenez pour une année dans laquelle il y avait la pandémie de COVID-19, exemple 2020 ou 2021, eh bien, vous allez pouvoir être capable de calculer l'excès de mortalité. Et vous pouvez proposer que cet excès de mortalité est causé par COVID-19. Donc ça va vous donner des chiffres probablement plus proches de la réalité. Alors voici ce genre d'études. Donc ça, c'est un article qui est sorti récemment, là, le 5 janvier 2023. En rouge, c'est l'évolution de la mortalité officielle entre janvier 2020 et fin 2021. Et on en arrive à presque 5 millions de cas officiels de décès liés à COVID-19. Et puis, si vous vous amusez à chercher l'information sur le schéma de gauche, vous allez trouver la même chose. Donc, à peu près, fin 2021, c'est à peu près ici. Et puis, vous voyez qu'on est à peu près à 5 millions. Mais si on regarde l'excès de mortalité, c'est la courbe bleue, vous voyez que ça augmente bien davantage. Et fin 2021, on n'est pas à 5 millions, on est à environ 15 millions. Donc, il semble que le nombre réel de victimes de la COVID-19 soit 3 fois environ le calcul officiel basé sur des cas confirmés.
Et ensuite, vous pouvez aussi regarder pays par pays pour voir, pour essayer d'identifier les pays dans lesquels cette différence entre les cas confirmés puis les cas estimés par cette méthode est la plus grande. Et lorsque on fait cette analyse, on voit qu'il y a un pays qui se démarque beaucoup, c'est l'Inde. Donc, l'Inde, écoutez, je n'ai pas fait le calcul là, mais il semble y avoir environ 6 fois plus de décès euh, liés à la COVID-19 que le total officiel qui a été publié par ce pays. Russie, il y a également une grosse différence. L'Indonésie. Alors que ensuite, vous voyez, les États-Unis, par contre, les deux chiffres sont proches. Bon, évidemment, c'est pas surprenant. Aux États-Unis, il y a beaucoup plus de capacité de diagnostic. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Très récemment, l'OMS a renouvelé le statut de pandémie pour COVID-19. Dans le fond, il y a un groupe de travail à l'OMS qui se réunit régulièrement pour décider de ça. Ils se sont déjà réunis un petit peu plus d'une dizaine de fois. On pense qu'en cours d'année, ce statut de pandémie sera abandonné, ce qui fera diminuer le niveau d'urgence lié à COVID-19. Okay? C'est logique parce que dans le fond, le virus est devenu vraiment endémique. C'est un virus qui est maintenant bien installé dans l'espèce humaine, qui va continuer à provoquer chaque année des infections là, sur une base qui va devenir probablement de plus en plus régulière. Donc, on s'attend à ce que le statut change à un moment donné cette année. La Chine, de son côté, a abandonné une politique qu'ils avaient, c'est la politique zéro Covid. Donc, ils avaient une politique très draconienne dans laquelle, si vous étiez infecté, vous deviez vous confiner. Vous deviez être confiné soit chez vous, soit dans des lieux publics, là, comme certains gymnases qui étaient dédiés à ça. Et les gens qui refusaient les mesures étaient littéralement mis en prison. Donc, donc écoutez, c'est une approche de santé publique qui est particulière, qui est faisable manifestement en Chine, qui clairement n'aurait pas été faisable dans un pays comme le Canada, ni aucun pays occidental. Je me prononcerai pas là sur le bien fondé de la politique zéro Covid. Ça leur a permis d'échapper à Covid, d'échapper à des grosses épidémies pendant un certain temps, mais écoutez, vous ne pouvez pas maintenir ça éternellement. Et puis en fin 2022, à l'automne 2022, les Chinois ont commencé à, protester vigoureusement là, contre cette politique et le gouvernement a écouté, a abandonné. Alors évidemment, à partir du moment où toutes les restrictions étaient levées d'un seul coup, c'est littéralement ça qui s'est passé, on s'attendait à ce qu'il y ait une vague COVID assez importante parce que beaucoup de gens en Chine n'avaient pas du tout été exposés à COVID. Donc, il y avait une grosse inquiétude. Certains experts pensaient qu'il pourrait y avoir jusqu'à 1 million de décès juste en Chine. Il semble qu'au final, la vague de COVID a été beaucoup plus petite. Cela dit, la Chine, c'est un des pays desquels il est difficile d'avoir des chiffres précis de santé publique. Probablement que l'information va prendre un petit peu de temps à sortir. Donc, présentement, on sait qu'il y a eu des dizaines de milliers de décès, possiblement des centaines de milliers. Mais le pic a été moins grand que ce qui était craint. Et la situation s'est stabilisée. Ici, ce qu'on voit, c'est une photo qui date du 10 janvier et qui montre des hôpitaux qui sont vraiment pleins de patients COVID. Et ce sont des scènes qui ont été vues un peu partout en Chine. Donc, quelle est la situation ici au Canada?
Eh bien, c'est finalement assez stable. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis les chiffres de mortalité au Canada pour toute l'année, depuis l'année, dans le fond, depuis la fin 2021. Pourquoi? Pour incorporer la vague Omicron, donc la plus grosse vague évidemment qu'on a eue au Canada. Ce que vous voyez, c'est que depuis, ben, c'est stable. Ok, il y a des petites variations là, mais vraiment pas très significatives. Et présentement, on en est à environ 200 décès associés à Covid par semaine. Pourquoi est-ce que je dis associés à Covid? Eh bien, c'est parce euh, il faut faire attention. Il y a tellement de gens qui ont été infectés par Covid et qui sont encore infectés par Covid que lorsque des gens sont à l'hôpital, c'est parfois difficile de déterminer si Covid est vraiment la raison principale de leur maladie et du décès. Ok. Surtout quand ce sont des gens qui ont d'autres pathologies, là, comme des cancers ou des maladies cardiovasculaires, etc. Bon, évidemment, lorsque les gens sont diagnostiqués comme ayant Covid-19, on les compte comme des décès associés à Covid-19. Là, et on n'a pas tellement le choix. Mais le petit message que j'essaie de faire passer ici, c'est que le nombre de décès pour lesquels Covid-19 est vraiment la cause principale est probablement un peu plus petit que ça. Donc, voilà la situation actuelle. Que nous réserve le futur, on ne le sait pas. On n'a pas de boule de cristal pour le savoir. Évidemment, il y a toujours la possibilité que de nouveaux variants arrivent et qui seraient capables de réinfecter toutes les personnes qui ont déjà été infectées par Covid. Est-ce qu'on verra un nouveau variant pour lequel la pathogénicité irait en augmentant? On espère que ça n'arrivera pas, mais évidemment, on peut pas le garantir. Alors, c'est la situation dans le monde et au Canada en date de février 2023. Merci.